c'est un immense plaisir et j'ai tant de choses à vous dire. Nous avons tant de choses à nous dire que c'est véritablement pour moi cette impatience qui revient chaque année dans ce moment très particulier des vœux, tout à fait unique. Unique parce que vous êtes nombreux et vous représentez la diversité de notre beau territoire et peut-être ce matin un peu plus que d'autres fois. Des communes environnantes, du périurbain, du rural, du public et du privé, de la vie associative, syndicale et professionnelle. Et justement parce que peut-être cette séance se traduit dans un contexte un petit peu particulier et que nous avons sans doute parmi nous des gens peu habitués de ces séances, je voulais vous proposer, mesdames et messieurs les Gilets jaunes, si l'une ou l'un d'entre vous souhaite dire quelques mots avant que je m'exprime moi-même, on vous écoutera avec attention et grand intérêt. Donc voilà, si peut-être vous ne l'aviez pas prévu, mais c'est tout à fait possible, si vous voulez dire deux, trois choses, des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui, c'est très volontiers. J'ai préparé un petit discours, je vais faire en gros. Voilà, alors, j'ai écouté M. Macron qui était à Bourg de Péage, qui faisait son petit discours, qui a eu des propos qui disaient qu'il n'avait jamais pris l'engagement d'aider les SDF en France, mais qu'il avait eu des mots sur les demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et dans les bois et qui leur venaient en aide à eux, mais pas aux SDF. Trouvez-vous ça normal d'avoir de tels propos alors que nos SDF sont en train de crever dans la rue, nos pauvres sont en train de mourir au froid l'hiver? Moi-même, j'ai téléphoné au maire pour aider deux jeunes qui étaient sans emploi, devant Kiabi, pendant 3 mois, qui vivaient sur un matelas. Il a fallu que je hausse la voix pour qu'ils aillent les aider. Je trouve ça honteux. Vous, la République En Marche, trouvez-vous normal que nos enfants ne trouvent plus de boulot? Mon fils, 21 ans, ne trouve pas de travail. Partout où il va, il est refusé. Parce qu'il n'a pas le permis, je n'ai pas les moyens de lui offrir. Trouvez-vous normal qu'un jeune, quand il trouve un emploi de 30 heures, soit payé 800 € par mois? Comment voulez-vous qu'un jeune avec 800 € puisse subvenir à ses besoins, c'est-à-dire payer son logement, payer sa voiture, payer son essence, payer sa nourriture? Vous, la République En Marche, trouvez-vous normal que notre système médical est en faillite complète? Il faut 6 mois, voire 1 an pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, chez un dentiste ou n'importe quoi. Moi, je suis malade, handicapé des 2 jambes, j'ai du diabète, ma femme, 42 ans, est en attente, sur une liste d'attente pour une greffe du cœur. Il faut que je me batte tous les jours pour elle. Que comptez-vous faire pour le pouvoir d'achat? Vous n'en parlez plus. Pour les taxes, complètement oubliées, on n'en parle plus. L'essence remonte à la hausse. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire pour tout ça? Ouvrez les yeux, aidez-nous. Au lieu d'aider les autres, il y a la France aussi qui souffre. Vous voulez faire rentrer des immigrés, j'ai rien contre. Je ne suis pas raciste. Non, ça n'a rien à voir. Non, on ne mélange pas tout. Mais faire rentrer des gens en plus. Ça fait des chômeurs en plus. Ça fait des gens à nourrir en plus. Si. Voilà, voici tout ce que j'avais à dire. Voilà, je pense que si vous avez un peu de patience et qu'on se respecte mutuellement, je vais parler, dire un certain nombre de choses, dire quelle est mon analyse de la situation, quelles sont mes préoccupations, peut être d'accord sur certains points, pas forcément sur tout, mais ce qui compte c'est qu'on avance et qu'on discute. Alors, tout d'abord, parce qu'on est là pour ça, je voudrais vous adresser mes vœux pour l'essentiel, d'abord des vœux de santé et de paix. Bien entendu, la santé pour chacune et chacun d'entre vous, bien entendu, et la paix pour nous tous, à travers le monde, pour la communauté humaine. Ces vœux de paix sont aussi des vœux en faveur d'une Union européenne plus intégrée pour faire face précisément aux défis qui menacent la paix. Qu'il s'agisse du terrorisme, des régimes corrompus
et dictatoriaux, de la finance prédatrice ou encore du changement climatique, de l'épuisement des ressources naturelles, de la biodiversité. Seule une Union européenne forte peut contenir et réguler la mondialisation débridée. Je vous souhaite également, et je nous souhaite, de l'engagement, parce que le monde change. Et pour que le monde change, il faut inventer, innover, créer. Il faut être curieux, à l'affût, soutenir, encourager. Et ça se passe ici et maintenant, sur notre territoire, dans nos associations, dans nos entreprises, chez les paysans, à l'université, dans nos commerces, le tourisme, la production d'énergie, la liste est longue. Quel est le contexte? Nous traversons une crise totalement inédite, même si ses ressorts ne surprennent au fond personne. Elle se manifeste par un profond mécontentement, dont nous venons d'avoir une expression, mécontentement social, une exaspération et même une colère, qui nous touche tous, quand elle traduit le désarroi, en particulier de ceux de nos concitoyens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, avec le revenu de leur travail. Regardez-nous, entendez-nous, nous crie-t-elle, celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas être pris en considération, qui craignent d'être invisibles. Mais cette crise vient de loin, vous le savez, et en réalité elle traverse le monde. C'est la raison pour laquelle il est important de revenir aux fondamentaux, aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. C'est de ces valeurs dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que c'est à l'aune de ces valeurs qu'il faut lire la crise actuelle, en dénouer les fils et en explorer les solutions. Au pessimisme du constat, tentons d'opposer l'optimisme de l'action. L'idéogramme chinois qui symbolise la crise renvoie simultanément à la notion d'opportunité. Tirons-en le meilleur. La liberté d'abord, c'est la valeur de fond, notre valeur première, sans doute celle à laquelle nous sommes le plus attachés, celle pour laquelle nous n'imaginons pas de transiger. Mais cette liberté n'est pas acquise, elle se conquiert. C'est pourquoi nous devons toujours améliorer notre système éducatif et de formation pour donner à nos jeunes la capacité à trouver leur place dans la société, notamment à travers une activité, un emploi, une promotion dans l'emploi qui leur apporte un revenu et une capacité à vivre dignement et de manière autonome. C'est tout le sens de l'augmentation des moyens prévus pour construire des crèches, de l'obligation de scolarisation avant 3 ans, du dédoublement des classes en zones défavorisées, de la priorité donnée à la maîtrise de la langue écrite et parlée, ainsi qu'à l'éducation civique et morale pour vivre dans le respect mutuel, ou encore de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour mieux répondre aux aspirations de chacun et acquérir des compétences pour entrer dans la vie professionnelle. C'est le sujet principal pour l'emploi et la formation professionnelle. Un travail qui contribue à l'émancipation de chacun, à son épanouissement. Un objectif qui, au passage, et je veux insister sur ce point, soulève le sujet crucial de la qualité de vie au travail, qui, concernant le cas des établissements de santé, a été le point central de mon rapport pour avis au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la crise actuelle, la dimension du bien-être au travail, du développement personnel, du sens, de l'autonomie et de la confiance valent souvent autant que le niveau de rémunération. On le voit en particulier avec les générations Y et Z. C'est tout l'enjeu du renforcement du dialogue social pour donner plus de place aux salariés, comme le prévoit la loi Pacte, votée récemment en première lecture à l'Assemblée nationale. La liberté se joue à toutes les étapes de l'éducation, de la formation et du travail. Après la liberté et l'égalité, après la valeur de fond, la valeur de raison, nous ne supportons pas les injustices, quelles qu'elles soient. Aussi parce que ces injustices apparaissent de plus en plus criantes, du fait de l'accélération de la circulation de l'information. Nous avons le sentiment que l'égalité n'occupe plus le centre de notre modèle social. Ce n'est pas l'adepte de la transparence que je suis qui va déplorer, puisque c'est la transparence qui nous fait progresser. Je considère même qu'il s'agit là de la mère de toutes les batailles. Cette quête de transparence a guidé mon action dans la lutte contre l'évasion fiscale et fonde ma conviction de l'importance de l'évaluation
les politiques publiques pour les questionner, les faire évoluer, voire les remettre en cause. Il faut toutefois se méfier de certains comportements qui naissent d'une transparence à outrance sur le registre du voyeurisme, du règlement de compte, du lynchage médiatique ou de la jalousie. Ces injustices peuvent être judiciaires, administratives, mais ce qui est principalement en jeu dans la période et le débat actuel, ce sont bien les injustices sociales et fiscales. Cette question de la justice est sans doute celle qui est le plus fortement exprimée par les Français actuellement. Nous serons assez facilement d'accord sur les constats. Le débat sur les solutions et leurs conséquences est plus compliqué. D'abord pour ce qui concerne les salaires exorbitants et plus globalement sur l'échelle des salaires qu'il faut resserrer. Concernant l'évasion fiscale, les progrès ont été considérables en direction des particuliers, notamment avec la loi sur la fraude qui a suivi l'affaire Cahuzac. L'augmentation des sanctions pénales, couplée à la fin du secret bancaire, obtenu par Barack Obama, a conduit 50 000 ménages français à déclarer en France 40 milliards d'avoirs fiscaux détenus à l'étranger pour une recette de 8 milliards pour l'État français. Mais pour ce qu'il est convenu d'appeler l'optimisation fiscale agressive pratiquée par les multinationales, c'est une autre paire de manches.